l'invité de la matinale. KTO Radio. Les 34 875 communes françaises ont depuis dimanche élu leur maire, un scrutin municipal marqué par un taux d'abstention record, 43%, et qui livre, si on regarde de plus près, quelques enseignements sur la nature du vote. Et parmi ces analyses, peut-on parler d'un vote religieux ? Notre invité a le profil idéal pour y répondre, Lucas Jakubowicz. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Décideur Magazine et vous êtes, en ce qui nous concerne, auteur du livre paru aux éditions de l'Observatoire, Vote religieux, un tabou français. Alors, vu comme ça peut paraître très large, voire un peu flou de parler de vote religieux. Comment vous définissez ce vote religieux ? Alors, c'est un gros paradoxe, c'est-à-dire que le vote religieux ne concerne pas uniquement les croyants et les pratiquants. Sinon, le vote religieux ne serait pas si important que ça, puisque la majorité des Français se déclarent athées. Le vote religieux, il peut concerner des personnes qui se déclarent athées, qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont ce qu'on appelle en sociologie un habitus, qui vont avoir un héritage religieux, parfois lointain. Et même quand cet héritage religieux est lointain, il influence le vote. Et ça, je peux vous donner quelques exemples si vous le souhaitez. Bon, on va le voir en l'analysant notamment à travers le scrutin des élections municipales. Donc c'est pas lié forcément à la pratique religieuse. Est-ce que la confession religieuse a plus d'influence sur le vote que des données comme l'âge par exemple ou la classe sociale ou le lieu de résidence ? Alors en réalité, le vote est ce qu'on appelle multifactoriel, c'est-à-dire qu'un électeur qui va aux urnes peut voter en se basant sur plusieurs facteurs. Ça peut être son âge, le genre, son niveau de richesse, son lieu d'habitation. Mais assez souvent, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des pères fondateurs de la science politique, André Siegfried, quand la religion entre en jeu, elle transcende tout. Et c'est ce qu'on voit dans la France aujourd'hui. Par exemple, si on s'intéresse au vote juif, on voit que le vote juif est assez uniforme, qu'on soit dans des villes plutôt pauvres comme Sarcelles ou riches comme Neuilly-sur-Seine. Le vote musulman est uniforme, qu'on soit dans des centres-villes de grandes villes, dans des banlieues vraiment enclavées ou dans des petites villes du sud de la France. Donc oui, la religion joue un rôle et souvent elle transcende tout. Elle joue un rôle, mais alors pourquoi parler de tabou ? Parce que vous savez, la politique en réalité c'est avant tout une histoire de mythe. Et notre régime politique, donc la République, a construit son mythe à partir de 1870. On nous parle de France universaliste, laïque, dans laquelle la religion n'a pas de place dans l'espace public. Les partis politiques ou les candidats, quand ils sont en campagne, parlent de peuple français, de creuset républicain et de vivre ensemble. Et donc, en fait, dire qu'il y a un vote religieux, ça chamboule toutes ces certitudes. C'est pour ça que le vote religieux est tabou. Il existe, mais il est caché, parce que reconnaître qu'il existe et qu'il joue un rôle clé, en fait, c'est remettre en question les bases de notre République. C'est vrai effectivement qu'à chaque scrutin, on parle peu de ce vote religieux. Vous l'affirmez dans votre livre, je vous cite, « Le fait religieux est utilisé comme une arme de séduction par les partis politiques, autant à gauche comme à droite de l'échiquier politique. » Ce n'était pas le cas avant ? Ça a toujours été le cas, en réalité. Ça a toujours été le cas. Si vous regardez, parce que je vous parlais des débuts de la Troisième République. Sous la Troisième République, vous aviez deux grands bords politiques qui se battaient pour le pouvoir. Vous avez d'un côté les radicaux socialistes qui, eux, voulaient diminuer en fait l'influence de l'Église catholique dans le débat public. C'est eux qui, par exemple, ont créé l'école laïque pour concurrencer l'école catholique, ceux qui ont expulsé les congrégations religieuses, etc. Et puis en face, en fait, quand on était croyant, pratiquant, bien, on avait tendance à voter pour le parti adverse. Et donc, le principal clivage sous la Troisième République, c'était en partie, est-ce qu'on veut une république laïque ou bien est-ce qu'on veut une république et une France qui encore, comme on disait à l'époque, fille aînée de l'Église. Donc, ce clivage religieux, il existe depuis toujours. Et cela s'est-il vérifié en 2026 avec ces élections municipales, selon vous ? Alors, les élections municipales ont quand même... c'est des élections particulières, c'est-à-dire que souvent, il y a une prime au sortant. Les électeurs qui votent ne votent avant tout pour des sujets qui sont liés à leur commune, mais il y a quand même des faits troublants. Vous regardez, LFI, par exemple, a conquis une dizaine de villes. Et en fait, toutes ces villes ont un point commun,
C'est des villes dans lesquelles il y a ce que j'appelle dans mon livre des bureaux musulmans. En fait, les villes dans lesquelles il y a le plus de musulmans, par exemple Roubaix, Creil, Saint-Denis, etc., c'est les seules villes qui ont gagné LFI. Donc je ne dis pas que tous les bureaux de vote musulmans votent massivement Mélenchon, mais en tout cas toutes les victoires de Mélenchon, ou en tout cas de LFI, à part à La Réunion dans une ville qui s'appelle le Tampon, c'est que des villes de banlieue populaire avec une surreprésentation d'électeurs musulmans. Donc très clairement, on peut penser qu'on est sur du vote communautaire et identitaire. Dans votre livre, vous analysez l'évolution du vote des Français de confession musulmane, juive et catholique, ainsi que le discours des partis. On va creuser un peu justement cette analyse, et d'abord, en commençant par s'intéresser aux catholiques, comment se caractérise le vote catholique ? Alors en réalité, les catholiques, c'est la partie la plus importante du pays. On a encore aujourd'hui la majorité des Français qui sont baptisés. Donc les sondages peuvent dégager deux types de catholiques. Vous avez les catholiques pratiquants, et puis vous avez les catholiques qu'on peut appeler culturels ou catholiques zombies, pour paraphraser Emmanuel Todd. Les catholiques pratiquants, alors eux, ce qui les caractérise, c'est qu'ils votent vraiment à droite, mais pour la droite modérée. Il y a toujours un sous-vote pour les partis les plus extrémistes de l'échiquier politique. Et il y a aussi un paradoxe, c'est que les rares candidats qui ont vraiment placé leur foi et la notion de France catholique au centre de leur doctrine, Christine Boutin ou Philippe de Villiers, n'ont pas été premiers chez les catholiques pratiquants. Donc les électeurs catholiques sont vraiment des électeurs, en tout cas pratiquants, ou plutôt des électeurs de droite. Me permet de préciser également l'étude IFOP Lacroix qui a été parue en décembre dernier, qui parle des catholiques engagés, montrer que ce vote est bien moins aux extrêmes. Après, vous avez tous ceux qu'on appelle les catholiques culturels, les catholiques zombies, etc. Eux, c'est un électorat qui est beaucoup plus volatile. Ce qu'on remarque toutefois, c'est qu'ils ont tendance à rejeter toute forme de populisme. C'est-à-dire qu'ils vont sous-voter pour le Rassemblement national, en tout cas pendant longtemps c'était le cas. Ça reste encore le cas, mais dans une moindre mesure. Et puis ils vont sous-voter pour l'extrême gauche. En revanche, ils vont survoter pour le centre droit. Ils peuvent aussi voter pour le centre gauche. Ils ont pu voter François Hollande ou Ségolène Royal. Et souvent, ils ont plutôt tendance à plébisciter le centre. Catholique non pratiquant, c'est vraiment le cœur de l'électorat Macron. C'était aussi le cœur de l'électorat Jean Le Canuet dans les années 60. Donc voilà, en fait, ce qui caractérise l'électorat catholique, c'est globalement un très fort attachement à l'Union européenne, le rejet de la violence et un certain humanisme, rejet du racisme, etc. Aujourd'hui, les catholiques, on va dire zombies, votent plus Rassemblement national, mais c'est pas parce que les catholiques ont changé, c'est parce que le Rassemblement national a changé. Du côté juif, du vote juif, vous observez une droitisation depuis les années 2000 de ce vote juif. Comment vous l'expliquez ? Alors là, je vais être très politiquement correct, mais on voit bien quand on regarde les études électorales que les électeurs juifs, mais même pas pratiquants, ceux qui ont un nom juif en France, quand ils votent, le rapport d'un parti ou d'un candidat à l'antisémitisme est clé. Pendant très longtemps, effectivement, le Parti socialiste était très irréprochable sur les questions liées à l'antisémitisme. Première rupture a eu lieu en 2002. En 2002 est arrivée la deuxième intifada, et pour la première fois, des actes antisémites massifs ont touché la France. Ces actes antisémites étaient très présents dans les banlieues populaires où était concentré le gros de la population musulmane, et étaient très présents aussi dans le langage de l'extrême gauche. À l'époque, le parti qui était au pouvoir était le Parti socialiste, avec Lionel Jospin en Premier ministre et Daniel Vaillant en ministre de l'Intérieur. Et eux ont refusé de reconnaître en fait cet antisémitisme de l'extrême gauche, de l'extrême droite, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas faire monter le Rassemblement national, ce qui n'a pas vraiment marché. Et voilà, il ne fallait surtout pas dire qu'il y avait des problèmes d'antisémitisme à gauche, donc chape de plomb. Mais pour les juifs qui vivaient dans les banlieues sensibles, en fait, ils ont eu l'impression d'être lâchés. À l'époque, effectivement, Nicolas Sarkozy, qui est à droite, avait été vraiment des premiers à dire il y a un problème d'antisémitisme dans les banlieues, il faut le traiter. Et donc, en fait, à ce moment-là, les Juifs de France ont commencé à se déporter vers la droite. Puis quand vous regardez, par exemple, le vote confessionnel, c'est chez les Juifs que Nicolas Sarkozy a fait ses meilleurs résultats en 2007 et en 2012. Et à ce moment-là, l'extrême droite était très faible chez les Juifs, je le précise. Et le vote le plus lisible, en tout cas selon vous, est
sans doute le vote musulman, principalement Et orienté juif aussi, hein. En fait, les 3 votes sont très lisibles. dans les médias peut-être, en tout cas ce vote musulman orienté, revendiqué par la France insoumise. Quelles sont les caractéristiques des musulmans français aujourd'hui de ce vote-là? Alors, encore une fois, il faut être très politiquement incorrect et puis appeler les choses par leur nom. On n'a pas énormément d'études sur le comportement économique des musulmans. Mais ce qui semble ressortir, c'est que c'est une partie de la population qui est très entreprenante, qui a une bonne image du secteur privé, qui travaille dur, qui est surreprésentée dans les entrepreneurs. Et donc, en fait, d'un point de vue économique, ils vont être plutôt à droite en réalité. En revanche, par rapport au reste de la population, leur religion va jouer un rôle très important dans leur vie quotidienne et c'est de plus en plus le cas. Les musulmans de France sont par exemple de plus en plus nombreux à fêter Ramadan, à ne pas boire d'alcool. Et ils sont surreprésentés sur 2 choses. Les clichés en fait homophobes, honnêtement, ils sont beaucoup plus homophobes que le reste de la population, il faut le dire, et aussi l'antisémitisme. C'est-à-dire que quand on est un parti, et ça c'est vraiment mathématique en fait, quand on est un parti de gauche et qu'on veut avoir l'électorat musulman, il ne faut pas trop parler de notre programme économique parce que c'est pas la martingale. Il ne faut pas trop parler non plus des droits des LGBT, etc. D'ailleurs, regardez la campagne municipale des candidats LFI dans les villes de banlieue. Ils n'ont pas forcément agité le drapeau gay, ils ont plus agité le drapeau palestinien. En revanche, on voit que tous les tropes antisémites utilisés par Mélenchon dans la dernière ligne droite de la campagne municipale n'ont pas forcément posé de problème. Dans des villes comme Roubaix, Creil, Saint-Denis, on a l'impression que non seulement ça n'a pas posé de problème, mais ça peut être servi de levier. Et ça, c'est quelque chose de très important à dire. Attention, tous les électeurs musulmans ne sont pas antisémites, loin de là, mais en tout cas, l'antisémitisme a un accueil plus favorable chez les électeurs musulmans que chez d'autres, et ça, c'est une certitude. Et au regard des résultats de ces municipales, quelle projection faites-vous du vote religieux pour 2027? Alors, on ne peut pas trop se baser sur les municipales pour le dire, puisque vous aviez quand même une majorité des communes où il n'y avait qu'un seul candidat, où les communes, dans la plupart des communes, les listes ne sont pas forcément politisées. Toute une partie des communes qui est exclue de facto de cette Ouais, analyse, quoi, ouais. donc en fait, on peut pas avoir vraiment une grille de lecture en se basant sur les municipales. Ce qu'on peut voir en revanche, c'est que LFI utilise vraiment, entre guillemets, la question juive pour faire son beurre électoral. Ils l'ont fait aux européennes, ils l'ont fait aux municipales. Ça marche. Donc effectivement, pour les premiers concernés, les juifs qui sont en première ligne, je pense que ça va contribuer à droitiser les juifs de France, voire les extrêmes droitisés. À voir où est-ce qu'ils voteront. Est-ce qu'ils voteront pour Bardella s'il se présente, ou bien est-ce qu'ils continueront à voter pour Reconquête s'il y a Reconquête, comme c'était le cas en 2022? On verra. Pour le vote musulman, en fait, on verra aussi, parce qu'il y aura forcément 2 listes à gauche. Vous aurez une liste social-démocrate et une liste plus de gauche radicale. Si la gauche social-démocrate est la mieux placée, finit devant la gauche radicale, mais que la gauche radicale, donc LFI, a l'essentiel de l'électorat musulman, ça voudrait dire qu'en fait, les musulmans ne votent pas forcément pour le mieux placé à gauche, mais pour le candidat qu'ils estiment le plus pro-islam. Et donc, dans ce cas-là, LFI sera vraiment un parti communautariste. Donc, 2027 sera le juge de paix. Et puis, je pense aussi que, comme le RN va continuer sa dédiabolisation, il va séduire de plus en plus les catholiques. Les catholiques culturels étant les plus importants dans la société, je pense que si on peut faire une prévision, à mon avis, ça sent, mais il faut rester neutre quand on est journaliste, mais ça ne me réjouit pas, mais ça sent quand même le raz-de-marée pour l'extrême droite. Merci Lucas Jakubovics. Mais il n'y a pas de quoi. Je recite le nom de votre livre, Vote religieux, un tabou français, aux éditions de l'Observatoire. Bon mercredi à vous. Merci beaucoup, au revoir.